la chaîne qui donne envie d'agir. Soyez les bienvenus dans Réussir. Nous sommes à Atlantis Le Centre ce 16 février 2018 en compagnie des alternants du CFA BTP de Saint-Herblain. Et dans le public, d'autres alternants du CFA BTP de Saint-Herblain, les BTS Communication qui nous accompagneront au mois d'octobre, BTS Communication de l'école Pigier. Vous êtes en train de voir normalement à l'image eh bien des peintres de CFA BTP. Aujourd'hui, 16 février, c'est journée porte ouverte au CFA BTP et on a proposé eh bien, notamment à des peintres d'être avec nous cet après-midi. Voilà, je ne sais pas ce que ça rend à l'image, mais je suis allé voir tout à l'heure, c'est très sympa. Moi, je pense que je vais faire une formation. Ça vous dit de venir avec moi? Oui, on y va. Bah, à la pause, on y va alors. Là, j'ai toujours rêvé de savoir faire ça. Je salue également GRDF qui est avec nous, puisque les alternants qui nous accompagnent cet après-midi sont des spécialistes des réseaux gaz. On va accueillir notre deuxième invité. Et c'est vous, Adeline, qui nous présentez notre invité. Oui. Donc on va commencer par la carte d'identité de notre invité, André Rodriguez, 71 ans, 3 enfants et cofondateur de Cap Réussite, fonds de dotation Azartis, qui propose le mentorat pour tous. Le mentorat pour tous, c'est donc possible, c'est donc accessible. Rodolphe, vous avez accompagné ce groupe qui a rencontré André ici, parce que vous avez un peu vos locaux aussi, André, si je comprends bien. On a nos locaux. On n'a pas applaudi André Rodriguez, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'ambiance dans cette émission ou quoi? C'est vrai. Merci la foule. Approchez-vous bien, André. Oui, merci la foule. Okay. Oui, effectivement, on a eu la chance d'avoir un local ici, où donc on reçoit les créateurs, les gens qui ont une idée, etc. Donc c'est du mentorat comme je faisais aux États-Unis. Vous allez nous expliquer ce que c'est que le mentorat et comment vous l'avez mené aux États-Unis. Solène. Donc André n'est pas seulement cofondateur, c'est aussi quelqu'un de grande conviction avec une vie très riche. On peut même dire qu'il a vécu 14 vies. Il est issu vous avez compté? Ah ouais, au moins. Ouais. Au moins. Issu d'une famille multiculturelle, il a un sens inné du partage et de l'écoute de l'autre. Lors de la rencontre avec André... Maxime. Oui, exact. Maxime. On vient pour savoir qui il est, mais très vite, les rôles s'inversent. Et c'est lui qui cherche à nous connaître. Et cela reflète un trait de sa personnalité primordiale. André s'intéresse aux autres. Donc, bonjour et bienvenue, André. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est là qu'on applaudit, en fait. Ah, c'est là, d'accord. Avant de commencer, André, on sait que vous êtes musicien. Oui. Et pour vous accueillir, on vous a préparé une petite madeleine musicale. Ah, sympa. Oh Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oui, tu me donnes tant de joie, toi que j'adore. Alors, ça parle? Ah bah bien sûr. On a qui? Bien sûr. Donc j'arrive on nous parque aux Émouleuses, donc à Créteil. On est tous des jeunes qui ont 8 ans. Moi, les chaussettes noires sont en bas de chez moi, dans le bâtiment 4. Les chaussettes noires avec Eddie Mitchell? Ah bien sûr, les chaussettes noires, Eddie Mitchell, et les vautours. Et les vautours. Donc c'est successivement les chaussettes noires et les vautours qu'on vient d'entendre à l'instant. Absolument. Moi je suis guitariste. C'est ça. Donc et j'ai vous joué les dans avez différents côtoyés. groupes. Ah bien sûr, c'était mes voisins. J'allais à l'école avec eux. Très bien. Et du coup vous avez un copain supplémentaire en la personne de Joël Vibert, notre grand témoin du jour. Là, il aura des questions à vous poser tout à l'heure. Eh ben, j'ai été très très étonné lors du décès de Johnny Hallyday de savoir que l'entraîneur du H connaissait aussi les guitaristes et était dans la même cité que moi. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Du coup. Et de la madeleine musicale à la vraie madeleine, il n'y a qu'un pas que nous avons franchi. Donc pour vous, André. Rien que pour vous. Voici une madeleine. Oh merci. Ah c'est sympa. Ok, très bien. On va pouvoir la manger entre deux questions. C'est tout à fait. Je vais le faire. On va rentrer dans le vif du sujet. Thibaut. Oui, donc André, votre parcours professionnel, il commence à l'âge de 14 ans et demi. Vous sortez de l'école et vous décidez de travailler avec votre père. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui se passait mal à l'école Enfin, en réalité, je ne décide pas d'aller travailler avec mon père. Oui. Mon père travaillait, était ouvrier dans une imprimerie. Je suis l'issue d'une fratrie de 6 enfants. À l'école, ça se passe très très bien, mais mon père et ma mère me disent « André, il faut que tu donnes un coup de main à la famille et je vais travailler dans l'imprimerie à 14 ans et demi. » Oui. Adeline. Donc lorsqu'on a préparé l'interview, vous nous avez dit « J'ai eu la chance de tomber sur un patron qui m'a remis à l'école ». En gros, ça veut dire que vous travaillez et que vous alliez à l'école en même temps. Du coup, c'était quoi une journée type? J'ai la chance effectivement de tomber sur un patron extraordinaire.
Ok, et qui trouve que j'ai pas tout à fait ma place là. Et il dit à mon père, écoute, tu devrais mettre ton fils à l'école Esquenne. À l'école Esquenne, on formait donc des ingénieurs en art graphique. Mais je ne peux pas le faire parce que mon père me dit, non, il faut nourrir la famille. Donc mon patron m'inscrit de force à l'école. Et une journée type d'un jeune de 15 ans, c'est ça. J'habite à Créteil, je travaille dans Paris, à Port de Versailles, ça fait 60 km. On met le vélo dans la voiture, je fais ma journée. À 16h15, je quitte, je prends mon vélo, je vais jusqu'à Place d'Italie, je fais les cours magistraux comme ça se faisait dans le temps, je reprends mon vélo et je rentre chez moi. Et ça se termine à quelle heure la journée? 23h, minuit, quoi. Voilà. Ouais, et ça se lève, et je me lève à 5h. Voilà. Voilà, la journée type. Ouais. Très bien. Solène? C'est la même que la vôtre, hein? Sensiblement. Vous avez des journées de ce type-là aujourd'hui? Ouais. Quasiment. Donc à 18 ans, donc, vous faites votre service militaire et vous demandez si c'est possible de pouvoir aller à l'école dans la marine. Et donc 3 ans plus tard, vous revenez, vous voulez retourner travailler avec votre père, ce à quoi il vous répond? Mon papa me dit, écoute André, je suis encore en militaire, je suis encore en marin, et il me dit, André, tu ne travailles plus avec moi, donc maintenant il faut que tu fasses ta vie tout seul, et travailler avec son père, c'est jamais bien. Donc je t'ai trouvé un travail, tu vas à tel endroit. Voilà. Et depuis, c'est devenu une règle d'or pour vous, ne jamais travailler en famille. C'est une règle d'or dans ma famille, du moins, et mes frères et sœurs et mon père, on n'a jamais travaillé donc ensemble. Jamais, jamais, jamais. On s'entend très très bien. On travaillait aussi dans le même milieu, mais jamais de contact commercial. Vous nous aviez dit, oui, parce que quand on travaille avec un proche, il y a le cœur qui joue. Tout à fait. Lorsqu'on travaille avec un proche, on ne peut pas être normal, on va dire comme ça. Donc il y a toujours quelque chose qui se raccroche à l'affectif. Maxime? Un an plus tard, vous avez 22 ans, vous êtes en 3-8 et vous vouliez évoluer vers un poste qui vous correspondait plus. Et du coup, vous alliez, je cite, tous les matins à l'imprimerie François, donc pour voir les annonces avant les autres. Donc il faut être vraiment motivé pour faire ça. Vous trouvez une annonce pour Aubervilliers, mais vous vous rendez... Comme un imbécile. Ok, comme un imbécile. C'est vrai que tous les matins, je me levais très très tôt pour aller rue Romur où on imprimait François. Je regardais les annonces. Donc je trouve une annonce qui me convenait. C'était à Gennevilliers, mais moi j'habitais Créteil. Je connaissais que le sud de Paris. Et j'arrive à Aubervilliers. Et donc je me trompe. Dans le Nord. Point de rendez-vous à Aubervilliers et vous vous rendez à Gennevilliers. Tout à fait. Bravo. Oui, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On fait quoi? Eh bien, je téléphone, je tombe sur le patron d'une petite entreprise qui devait recruter. Et j'ai une chance extraordinaire. Il me dit, tu me dis la vérité, il n'y a pas de problème. Tu dois être à côté, tu es à 15 km de chez nous, je t'attends. Et donc, voilà. L'expérience continue, puis après, qu'est-ce qui se passe, les garçons? Votre patron, il trouve que vous manquiez de compétences commerciales. Et du coup, il va vous donner un sac et il va vous envoyer dans les rues de Paris pendant 6 mois faire du commerce. Quel est votre réflexe à ce moment-là, en fait? Eh bien, moi, j'étais engagé pour être technicien. Je suis un technicien, donc, à la base. Et donc, il me dit... Il vous envoie faire du tap-tap. Ah oui, il me dit, tu es extrêmement mauvais en point de vue commercial. Extrêmement. Et donc, il me dit, la première chose qu'il y a à faire, c'est à comprendre un peu ce qui se passe avec les clients. Donc, il m'envoie dans Paris avec le sac. Moi, je réagis pas, je dis, il doit avoir raison, donc je le fais. Oui, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, vous connaissez pas bien Paris? Ah non, tout à fait. Comme je connais pas les Paris rien du tout, j'ai une idée. J'avais un de mes oncles qui était chauffeur de taxi, et donc je prends des cours le soir de chauffeur de taxi pour connaître Paris et ses rues, etc. Vous inscrivez dans une école de taxi pour connaître le plan de Paris, on est d'accord, hein? Tout à fait. Rien que pour ça? Tout à fait, simplement pour ça, absolument. Ok, très bien. Adeline? Donc à 26 ans, vous partez aux États-Unis pendant 3 ans, mais vous ne parlez pas un mot d'anglais. Ça vous fait pas un peu peur à ce moment-là? Non, parce que je parle italien, je parle espagnol. Donc effectivement, l'anglais, je ne connais pas. Donc mon patron me dit, André, ça serait bien que tu puisses aller là-bas parce que pour tes compétences techniques. Donc je me dis, je vais apprendre l'anglais. Donc j'apprends l'anglais. Pendant 3 ans, vous travaillez donc aux États-Unis. Yes, et après... Oui. Et 10 ans après, vous y retournez, cette fois pour vous y installer avec votre famille. Vous vous voyez faire carrière là-bas, sauf que le rêve américain se transforme en cauchemar. Votre femme est témoin d'un drame. Oui, mon épouse est témoin. J'étais au Brésil et ma femme est témoin d'un drame.
Donc elle me dit, André, je vais rentrer en Europe. Nous, on est resté là-bas 6 ans. Donc je vais rentrer en Europe avec les enfants. Alors je me dis, je suis marié avec la même femme depuis 49 ans. Je dis, elle doit avoir raison. Donc je reviens tout de suite. On fait les bagages. Donc ma femme part pour l'Europe. Et au même moment, moi, je pars pour le Chili. D'accord, très bien. Du coup, Solène, retour en France? Oui, donc retour en France, votre patron veut vous envoyer en Angleterre pour diriger 3 usines, rien que ça. Mais ça vous emballe pas des masses. Au début, vous dites non. Pourquoi? Je dis non parce que je ne me sens pas du tout capable. Et je vais voir mon patron, je lui dis, écoutez, vous me donnez une responsabilité énorme. Moi, je ne me sens pas capable donc, de diriger 300, 400, plus que ça de personnes. Donc il me dit, écoute, réfléchis. Donc je réfléchis, je reviens le voir. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas faire. Et là, il me dit, André, t'es nommé. Ah bon? Je lui dis, mais pourquoi je suis nommé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Okay. Et il me dit, mais André, je sais que tu n'es pas bon commercial, je sais que tu n'es pas bon en technique, je sais que tu n'es pas bon à un certain nombre de choses. Mais je connais très bien Paris depuis que j'ai fait une formation technique. Tout à fait. Je connais très très bien Paris. Il me dit non, mais moi ce que j'ai besoin d'un chef d'orchestre. Et tu es un bon chef d'orchestre. Voilà. C'est-à-dire mettre en communion donc, les différentes personnalités dans une entreprise. Et donc du coup, vous y allez et c'est là que vous tombez dans le mentorat. Donc André, dites-nous comment tombe-t-on dans le mentorat? Relativement simple, je suis à Glasgow, et dans une zone industrielle. Ma secrétaire me dit, André, il y a monsieur Intel qui est chauffeur, qui fait dans le transport, donc il voudrait vous voir. Bon, très bien, pourquoi? Pour avoir du travail? Non. Donc la personne vient me voir et me dit, voilà, moi je vais déposer le bilan. Vous êtes connu et reconnu, et votre entreprise pareil, comme des gens de sérieux. Donnez-moi un coup de main pour redresser mon entreprise. Donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment on fait, donc je me renseigne. Et puis on m'explique qu'est-ce que c'est que le mentorat, et je le fais. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut dire quelque part qu'un mentor, oui, ça a ce côté chef d'orchestre? Le mentor, c'est un peu un chef d'orchestre, mais c'est surtout un chef d'orchestre humain. C'est-à-dire que moi, le transport, j'y connais strictement rien. Okay, mais par contre, comment un chef d'entreprise, il est tout seul. Donc il prend des décisions, des directions, etc. avec une équipe, bien sûr, mais il est tout seul. Et à qui parler d'autre de ça qu'un autre chef d'entreprise? Voilà. Maxime, 3 ans plus tard? 3 ans plus tard, du coup, retour en France, puis vous accumulez les missions à l'étranger. Roumanie, Pologne, Arabie Saoudite, Iran, Dubaï, Turquie et j'en passe. Sauf que vous n'arrivez pas les mains dans les poches, vous vous renseignez. Par exemple, avant d'aller dans n'importe quel pays, vous allez forcément voir un professeur en géopolitique pour en apprendre plus. Ou encore, avant de vous rendre en Arabie Saoudite, vous lisez le Coran. Donc c'est important pour vous le respect des autres et de leur culture? C'est extrêmement important parce que si on veut diriger les gens, et si il faut les côtoyer, et il faut savoir avec qui on travaille et pas faire d'erreurs. Donc lorsqu'on me demandait, mais ça c'est pas une de mes idées, ça j'ai appris tout ça. Hein. Donc lorsque j'allais dans un autre pays, par exemple, je suis allé en Pologne à Tiré, où on avait repris une entreprise. J'y vais, je vais voir un professeur de géopolitique, et la question que je leur posais toujours, je disais voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la région où je vais reprendre l'entreprise pendant les 200 dernières années? Et là, on m'évitait. Je parle allemand, par exemple, et là, on me disait, surtout, il ne faut pas parler allemand, parce qu'il y a eu des exactions qui ont été faites. Donc, on se renseignait sur la nature, sur les gens, sur les personnes. Sur le contexte, sur le processus dans lequel on arrive. Pourquoi est-ce que j'arrive maintenant? Ça, c'est une question bien sûr. Et c'est la même chose. Poser à chaque fois. Bien sûr, c'est la même chose en Arabie Saoudite. Donc, en Arabie Saoudite, je suis arrivé un jour où c'était le Ramadan. Moi, on était 3 Européens, j'ai pas mangé. Vous avez fait Ramadan? Et j'ai fait Ramadan avec eux. Et j'ai toujours des amis aujourd'hui. Donc c'est les gens, c'est les personnes. Sans rien changer à votre nature, à vos convictions? Ah non, du tout. J'avais toujours, d'accord. Je suis catholique, j'avais toujours ma croix autour du cou et jamais personne ne me l'a dit de m'enlever. Hein. Vous êtes un infatigable travailleur. Vous travaillez tout le temps en fait. Non, c'est pas ça. C'est que je suis curieux. C'est-à-dire ce qui n'est pas antinomique. Non, c'est vrai. Et je suis curieux. Donc il y a toujours des choses à apprendre partout. Et c'est comme ça que vous avez procédé au fil des expériences professionnelles. Et ça nous amène jusqu'en 2015, Thibaut? Oui, en 2015, donc vous êtes à la retraite.
et vous voulez chercher à donner de votre temps libre. Et c'est là que vous rencontrez donc Catherine Ledavet, et donc qui est excusez-moi, Qui qui c'est détient le fonds de dotation Oui. d'Azartis. Oui. Et quel est l'objectif en fait? Eh ben, c'est relativement simple. Là, je suis à la retraite. Donc, je suis toujours conseiller auprès de mon groupe, mais je suis à la retraite. Et donc, on me dit, André, il faudrait que tu donnes ton temps un peu pour les créateurs, etc., là où tu meurs. Donc, c'est ce que je fais. Mais je trouve pas sur le terrain. Moi, je suis plutôt anglo-saxon, avec une idée précise de la création d'entreprise et de l'entreprise en général, et du partage. Donc, je trouve pas. Donc, je crée une petite association qui s'appelle ESUS 44. ESUS, pourquoi? Parce que c'est le dieu du commerce en celte. Oui. Et en chemin, je rencontre par bonheur une personne qui s'appelle Catherine Azartis, Catherine Ledavet, et qui est gère le directrice fonds de dotation Azartis. Absolument. Et qui me dit, moi j'ai un fonds de dotation, parce que moi je voulais aucune subside donc, de la région, etc. Donc je voulais que ça soit uniquement du privé. Et elle me dit, j'ai un fonds de dotation, moi je veux faire du mentorat. C'est une association de chefs d'entreprise. André, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? On l'a fait. Et c'est comme ça qu'est né, oui, voilà, Cap Et c'est Réussite. Cap Réussite. Ça Vous va êtes bien installé avec ici, à Atlantis, le centre. Oui, tout à fait. Vous Donc, recevez régulièrement des... Absolument. Le directeur général d'ici nous a dit... Ludovic Leray. Ludovic Voilà, Leray, bien qui sûr. nous accueille, on oui. fait évidemment Et, un big up. C'est quelqu'un de formidable et qui nous a dit on fait 3 concours à l'année où on ne donne pas donc d'argent, mais on donne donc du temps et on travaille à peu près avec 800 chefs d'entreprise en activité. Le seul qui est à la retraite, c'est moi. D'accord. Ok, Mais c'est pas tout. Parce qu'à côté de cela, Oui. vous êtes aussi, vous intervenez aussi dans la fédération d'associations, donc Entreprendre pour apprendre, EPA, Oui, tout à fait. qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, ça me tient à cœur, EPA, Entreprendre pour apprendre, ça me tient particulièrement à Qui, je cœur. crois, doit nous rendre visite cet après-midi, qu'on Normalement. retrouvera dans la prochaine émission le 20 avril. C'est très très bien. Donc ça, j'y tiens parce que l'entreprise aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons est très très proche des écoles. Et les chefs d'entreprise sont rattachés donc aux écoles de façon permanente. D'accord. Ok. Donc les jeunes savent ce que c'est qu'un chef d'entreprise et savent qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Très bien. Le mot de la fin, Adeline? Donc pour finir, vous avez cofondé Cap Réussite. Ça fait donc de vous un créateur. Nous avons beaucoup aimé votre définition de ce mot. Vous pouvez nous la redonner? Avec plaisir. Donc pour moi, un créateur, mais la définition vient pas de moi encore une fois. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Donc, j'ai simplement pris ce que j'ai connu dans différents pays. Donc la définition, c'est à la fois de la mécanique et à la fois une boulangerie. La mécanique, parce que pour créer, il faut que les rouages tournent tous ensemble. Donc c'est de la mécanique pure, dure. Okay. Et puis d'un côté, c'est la boulangerie, parce que la boulangerie, elle a besoin de la mécanique, mais le boulanger, lui, il se lève le matin à 2h du matin, okay, il pétrit, il se couche dans son pétrin, il fait sa fournée, et la fournée, il est obligé de la suivre. Et regardez si le pain n'est pas trop cuit, s'il a bien suffisamment de levure. Une entreprise, c'est ça. Voilà ce que c'est que la création, David. Et c'est tout pour nous. Ah oui, la création. D'accord, oui, effectivement, je vois mieux maintenant. On va vous poser pas mal de questions et on va vous proposer de réagir tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Avec plaisir. Ça veut dire quoi être accompagné? Qui sont les entrepreneurs en devenir que vous accompagnez? Comment vous faites? C'est quoi votre recette à vous? Voilà quelques-unes des questions qu'on va vous poser. Merci. André Rodriguez était notre invité dans Réussir. Réussi, la chaîne qui donne envie d'agir.